Bienvenue à votre émission de rendez-vous de la lecture. Encore une fois, cette émission est divisée en 3 volets. Le volet information, le volet commentaire de lecture et le volet entrevue avec une invitée. Aujourd'hui, nous allons recevoir comme invitée Mme Nina Savignac. Commençons immédiatement par le volet information. Et le volet information va comprendre aussi 3 volets. Volet livre, volet bibliothèque et finalement volet musique et poésie. Commençons par les livres. Vous allez voir que dans la région de Dautré, de la MRC, Dautré et au niveau de la Naudière, ce ne sont pas les livres qui manquent, et puis nous en avons un certain nombre qui ont été publiés dernièrement. Commençons par Maryse Robillard. Mon père n'est pas à vendre ni à louer. Il s'agit du 3e livre écrit par Mme Maryse Robillard. Le premier en 2000, Chouchou plein de poux. Le deuxième en 2006, Les Redlisses de Béatrice. Et finalement, celui-ci qui vient d'être publié. Dans ce livre-là, on parle d'une certaine Félicia, qui a 2 frères, et dont les parents vivent une expérience particulière. Et la Félicia va apprendre qu'elle a une demi-sœur. Et tout tourne autour de cet événement de l'apparition d'une demi-sœur à Félicia. Vraiment très bien écrit, très bien écrit, un style joyeux, un style vif, un style très agréable à lire. Donc, Maryse Robillard, Mon père n'est pas à vendre ni à louer. Je vais vous parler maintenant de Mme Bertheliot. Là, nous sommes rendus au niveau de la Naudière. Mme Bertheliot est membre du Carrefour de poésie de la Naudière. Un de ses rêves à Bertheliot, c'était d'écrire un livre de poésie. Nous vous présentons justement le résultat de ce rêve qui est intitulé « Nuances poésiques ». Donc, c'est une poésie simple, intense, équilibrée et dynamique. Ce sont des nuances, ces nuances, on parle de 4 couleurs, gris, rouge, jaune et bleu. Et encore une fois, c'est vraiment une poésie extrêmement agréable. Nous avons déjà parlé de ce livre-là, de l'antre imaginaire au territoire québécois, publié par les éditions Bellartin. C'est Ginette Trépanier et son groupe. Fait que c'est un livre abondamment illustré avec des poèmes de différentes personnes, de différents poètes et écrivains de la région. Donc, ce sera seulement un bon cadeau pour les fêtes. Et finalement, nous avons ici un livre dont je vous ai déjà parlé. Il s'intitule « Mon histoire, c'est mon île » de Mme Doiron. On parle dans ce livre-là, écrit dans un style simple aussi, on parle d'une personne qui, à un certain âge, apprend qu'elle a été adoptée. On parle de dépaysement, on parle de venue dans les îles de Saint-Ignace, on parle peut-être des problèmes que ces gens qui ont été adoptés ont pu vivre au Québec. Donc, c'est le premier livre d'une trilogie. Un livre, encore une fois, écrit dans un style simple et très intense aussi. Finalement, et non le moindre, Jean-Pierre Veillet nous présente, tout le monde connaît Jean-Pierre Veillet, qui a été disque jockey, qui est maintenant auteur,
qui est professeur d'art plastique, donc illustrateur aussi. Donc, Blanc de nuit, le versant caché de la lune, c'est son 3e livre. Il nous a déjà produit, toujours dans Blanc de nuit, un conte de Noël. Il nous a, l'année dernière, fait paraître L'invention du clown. Et cette année, c'est le premier livre publié par sa nouvelle maison d'édition, les éditions La Mine d'Or. Les éditions Mine d'Or. C'est vraiment un très bon livre, illustré, bien entendu, illustré par l'auteur lui-même. On parle là-dedans de l'histoire d'oursons, de 2 oursons, qui accompagnent leurs parents pour... Ces 2 oursons-là vont apprendre à s'initier à la chasse, mais ils vont, à un moment donné, faire la rencontre de 2 pattes. Donc là, c'est tout ça qui... C'est là que se trouve l'intrigue. Comment les oursons vont accepter 2 pattes. Donc voici pour les livres. Maintenant, j'ai dit qu'on allait parler de la bibliothèque. La bibliothèque de Berthier-Belle est un endroit fort dynamique. Bon, en plus d'être une bibliothèque où on peut se procurer des livres, c'est un endroit où on accueille, exemple, certains samedis, l'heure du conte, où il y a des lancements de livres, là où il y a des conférences. Et en parlant de conférences, eh bien, le 28 novembre, à la bibliothèque de Berthier-Belle, une conférence donnée par Réal Chevrette sur l'histoire de la naissance du roman français, de la littérature française. Donc, la naissance de la littérature française, une conférence donnée par M. Réal Chevrette. Donc ça, c'est encore une fois, si vous aimez savoir qu'est-ce qui se passe à la bibliothèque, vous avez toujours le 450-836-6767. Maintenant, on va prendre le volet musique et poésie. En parlant de musique et poésie, tout à l'heure, je parlais de M. Jean-Pierre Veillet. Lors de la dernière soirée musique et poésie, M. Jean-Pierre Veillet a offert gratuitement tout son équipement sonore qui a permis justement de donner vie à cette soirée là, sur le plan son. Jean-Pierre Veillet, donc, est un être très généreux. Donc, comme il y en a d'autres qui sont très généreux aussi dans notre soirée de musique et poésie. Il y a M. Éric Ladouceur qui a, justement, la dernière fois, nous a pris les photos, donc archivé cette expérience. Et puis le prochain rendez-vous pour de musique et poésie a lieu le 5 décembre à 19h30 à l'église de l'Île-du-Port. Le thème, c'est chansons et poésie. Donc, on fusionne chansons et poèmes. Donc, on a des chansons lues ou des poèmes chantés. Donc, c'est une invitation. Donc, ça serait peut-être bon de prendre un crayon et de mettre cette date-là dans votre agenda, le 5 décembre, 19h30, l'église de l'Île-du-Port. Puis l'autre, bien, c'est le 28 novembre à la bibliothèque de Berthier-Belle pour la conférence de Réal Chevrette. Si vous me permettez, ici, je vais prendre un texte tiré du livre de Mme Bertheliot, où on dit ceci: que les mots deviennent poésie comme musique. Poésie qui chante une musique à part,
poètes, les musiciens des mots et les musiciens, les poètes du son. Fait qu'on vous invite donc à assister à la prochaine musique et poésie le 5 décembre à l'île du Pas à 19h30. À très bientôt. Merci. Salut tout le monde, ici Martin Deschamps et vous écoutez CTRB. Salut! Bienvenue, chers amis, à votre émission Le rendez-vous de la lecture. Nous en sommes rendus à l'entrevue avec notre auteur invité, qui est aujourd'hui Mme Nina Savignac. Donc, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons Mme Nina Savignac. Bonjour. Bonjour. Avant de vous poser quelques questions, j'aimerais essayer de vous présenter un peu à notre public. Mme Nina Savignac, elle est native de Berthier-Mel. Elle a obtenu une licence d'infirmière en 1970. Vous avez élevé vos 2 enfants. Vous êtes parti pour Carleton, baie de Chaland. Oui. À ce moment-là, vous aviez déjà convenu avec M. Raymond Galland. Oui, absolument. Ensuite, vous êtes revenu à Bel-Air. Et là, en 1983, vous êtes devenue comédienne pour le Théâtre collectif des femmes de Saint-Basile-le-Grand. Oui. Et en 1995, avec Raymond, vous avez mis sur pied le Théâtre de Montérégie. Oui. Vous en avez été présidente, directrice artistique, et puis vous avez écrit des pièces qui ont été jouées en France et au Québec. Oui. Et en 2004, je pense que là, vous avez fait un grand virage. Oui. Donc, vous avez commencé à écrire. Et le premier livre, Jean du voyage, une expérience de caravaning. Comment ça vous est venu, ça? Disons qu'à l'an 2000, au départ, on a fait j'ai fait non seulement un virage, mais on a décidé de vendre notre maison et tous les biens qu'elle contenait, tous les meubles, et de partir en caravaning à temps plein. Il se faisait peu de livres sur comment les procéder, et aussi je vivais des affaires pour moi qui étaient extraordinaires, et je voulais que les gens apprécient ce que je vivais. Donc, c'est toute l'histoire de la décision de vendre la maison et ensuite un premier voyage initiatique sur la côte est des États-Unis. Ah, sur la côte est des Oui. États-Unis. Et ensuite, je pense que vous aviez eu la piqûre de l'écriture. Et là, vous avez fait une trilogie. Le premier livre de cette trilogie, c'est Eva, Eugénie et Marguerite. Oui. Comment ça vous est venu, cette idée là, de faire une trilogie? En fait, j'ai pas eu l'idée au départ de 3 livres, j'ai eu l'idée d'un seul livre. Et c'était pour rendre hommage à mes grands-mères qui ont vécu des choses que je pensais extraordinaires. De les sortir de l'ombre, de l'oubli, et qu'on puisse apprécier ce que les femmes de 1900 ou 1950 ont fait pour nous. Ils ont tracé la voie à beaucoup de choses. Alors, Eva, Eugénie et Marguerite a été écrit d'un premier jet à partir comme je disais, des histoires de mes grands-mères. Et ensuite, là, la piqûre était vraiment la seringue était très profondément insérée. Alors, j'ai continué pour faire la trilogie. La trilogie. Oui. Donc ça, Eva, Eugénie puis Marguerite, ça, c'est des noms fictifs, même si c'est par rapport à... Oui. Ah, maman. C'est ça. Les noms sont fictifs. Et puis, il faut dire que aussi, j'écrivais sur la région ici. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire, dans ça, des histoires qui sont vécues sur le bord de la Bayonne, à Sainte-Élisabeth, Berthierville. Alors, c'était aussi pour
me retremper dans mes racines, retrouver ce qui se passait du temps de mon père ou du temps de ma mère. Alors, c'est vraiment là, sur la région ici aussi, il faut dire. Ah, sur la région. Oui. Et le deuxième livre de cette trilogie s'appelle Lily. C'est ça. Alors, Lily était un coup de foudre parce que c'est une femme qui est en avance sur son temps. C'est la fille de Marguerite du premier tome. Et quand je dis c'est une femme en avance sur son temps, c'est qu'elle a eu une entreprise. Elle était chef d'entreprise bien avant que les femmes soient sorties de leur cuisine. Et je viens aussi traiter de l'amour entre une paroissienne et un vicaire. Donc, c'est un amour qui est passionnel et qui se termine, ma foi, dans la difficulté. C'est pas évident et beaucoup de difficultés attendent ces deux amants-là. Ces deux amants-là. Et finalement, dans cette trilogie-là, il y a Charles. Qui est Charles? Alors, Charles est le fils de Lily et du vicaire. Et Charles ne sait pas qui est son père. Et sa mère s'est exilée en France parce qu'avoir un enfant d'un vicaire, en 1960, c'était pas évident. Alors, elle s'est en allée en France pendant 20 ans. Et le fils, lui, veut connaître ses racines, veut connaître ses grands-parents, veut connaître la Bayonne sur le bord de laquelle il est né. Et donc, c'est un retour en arrière sur la terre des patriotes du coin, là, des gens du coin. Ah, bon. Donc, c'est quand même assez, la façon dont vous racontez ça, c'est quand même assez osé. Je veux dire, le fils d'un vicaire avec une femme, c'est pas... Oui. Est-ce que ces livres-là sont encore disponibles? Ils sont encore disponibles, il n'y a aucun problème dans toutes les librairies. S'ils ne sont pas sur les tablettes, les gens n'ont qu'à le demander, ils vont être servis. Parfait. Ensuite, là, vous avez délaissé la trilogie et vous nous présentez La Maison sur la Grève. Oui. L'historique de ça. La Maison sur la Grève est née d'une espèce de vie, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant 4 ans et demi à Carleton et 3 ans et demi à Gaspésie, à Rimouski, c'est-à-dire. Alors, ce monde-là, le monde de la pêche, de la mer, des gens qui vivaient dans des conditions difficiles, m'était devenu familier. Et j'ai eu beaucoup de confidences des gens qui ont justement vécu dans les années 1930, 1940, 50. On m'a raconté beaucoup de choses du quotidien, mais aussi des drames. Et dans ce livre-là, j'ai voulu faire relever justement du côté des drames personnels, de la proximité des gens, de la proximité des lieux, mais aussi aller chercher tout le volet qui est historique. Un peu le quotidien ou l'histoire de ces gens-là, les drames et puis ce qui peut survenir dans un village de pêcheurs. De pêcheurs de cette région. Et c'est ça, c'est l'histoire des Robins qui ont appauvri les pêcheurs. Ce sont des Jerseyais qui sont arrivés dans la Gaspésie et qui ont appauvri carrément les Gaspésiens. Les Gaspésiens, bon, c'est ça que vous retracez là-dedans. C'est ça. Et là, vous décidez qu'on reprend avec la trilogie. L'année dernière, vous arrivez avec l'Irlandais Elwyn. Oui. Ça, je crois que c'est à partir d'un fait vécu, hein, si je me souviens bien. C'est à partir d'un fait vécu. C'est en 1864, à Belleuil. Un accident ferroviaire arrive en pleine nuit, c'est-à-dire qu'on est sur un pont et il y a une partie tournante pour laisser passer les bateaux. Et il y a un convoi qui passe pour remonter le Richelieu. Et le train a enfilé dans le trou. Donc, il y a 11 wagons qui sont tombés dans le Richelieu. Alors, ça raconte l'histoire de l'accident de train. Ouais. Ça raconte également l'histoire des Irlandais qui sont arrivés ici après être passés sur l'île de la Quarantaine, où est-ce que c'est qu'on mourait comme des mouches à cause de la dysenterie, des choses comme ça. Alors, c'est l'Irlandais, cet Elwyn, qui va s'installer dans une famille. On installe, c'est-à-dire le curé l'installe dans une famille française pour qu'il apprenne le français et il veut lui faire marier une bonne Québécoise. C'est sa façon d'assimiler les étrangers. Alors, il y a méprise parce que le curé n'a pas réussi.
ici. Mais donc, c'est l'histoire des Irlandais dans un petit village à ce moment-là, avec l'histoire du train. C'est bien. Puis là, vous en avez un deuxième que vous venez de sortir absolument, on pourrait dire, sortir tout récemment. Oui. C'est l'Irlandais Martin. Je soupçonne que Martin, c'est le fils de l'Irlandais Erwin. C'est le fils de l'Irlandais, donc c'est son fils. C'est un Irlandais qui est, entre guillemets, pur, parce que sa mère est irlandaise et son père est irlandais. Et c'est un enfant qui a été traumatisé parce que jeune, il a été dans une maison, dans une crèche. Sa mère est décédée quand il était très jeune. Alors, Martin porte en lui une certaine révolte et il est aussi également, il y a maille à partir avec la religion parce que c'est un enfant abusé et il y a une soif de justice qui est très, très forte. Alors, il devient avocat, c'est ça. Donc, c'est une... Puis je crois que vous êtes en train d'écrire une suite à ça. Là. Oui. Et ça s'appelle comment, cette suite? Alors, ça va être le petit-fils de l'Irlandais, William. Oui. C'est-à-dire, ça va clore l'histoire de cette famille d'Irlandais. Actuellement, j'ai déjà plus de la moitié du livre d'écrit, donc il devrait sortir à l'automne prochain comme celui-ci. Comme celui-ci. Donc, depuis quelques années, c'est tous les ans, vous nous apportez un livre nouveau. Oui. Avant de parler de comment vous écrivez, quand j'ai fait les recherches, je me suis aperçu que vous adonnez à des livres d'enfants. Ici, je m'adresse aux téléspectateurs. Ce livre-là, c'est un livre d'enfants qui est paru en 2012. 2012. En 2012. La particularité de ça s'adresse bien entendu à des enfants, mais c'est deux contes dans un seul livre. Vous avez cette partie-là, et quand vous faites ça, vous avez le deuxième conte. Et puis, en passant, si je regarde, il y a des illustrations assez intéressantes. C'est vraiment, ça, c'est une idée originale. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à écrire pour des enfants? C'est un cadeau à mes petites filles. Au départ, j'ai écrit pour mes petites filles et c'est sûr, elles avaient que 2 ans. Et les contes ont dormi dans des tiroirs jusqu'à temps que je trouve une illustratrice qui fasse quelque chose qui soit approprié. C'est-à-dire qu'il faut presque qu'elle entre dans ma tête et imagine ce que moi j'ai imaginé. C'est pas comme un roman. Donc, il faut qu'elle entre dans ma tête. Et si je parle d'une petite fille, ben faut qu'elle soit aussi comme moi je la voyais un peu. Alors, ça a pris quand même un bon bout de temps. Et puis maintenant, j'ai plusieurs contes d'écrits. Je les sors 2 par 2. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des contes du monde, c'est-à-dire que La petite fille aux souliers roses, c'est un conte guatémaltèque. Ouais. Et La chatte de Jeanne, c'est un conte québécois. C'est l'histoire de la chatte de ma grand-mère. Alors, ce sont des faits, que ce soit un conte québécois ou que ce soit le conte du monde, c'est des faits vécus. Comme la petite fille, je l'ai connue, elle s'appelait Thomasa, je l'ai rencontrée, je lui ai parlé. Donc, pour moi, ça colle. C'est pas juste des histoires inventées. Là. C'est de vécu. De faits vécus. Puis là, je sais que vous m'avez dit que si un mois, vous allez en avoir un autre conte d'enfant. Oui. Fridolin, l'homme de paille. Absolument. Et puis Rutina Lanes. C'est ça. Rutina Lanes, c'est une petite âne qui vient du Mexique. Alors, je raconte un petit peu comment sont les ânes là-bas et qu'est-ce qu'on fait avec. Et il y a toujours une petite leçon à tirer à la fin. C'est pas des leçons là très des grosses choses, mais c'est pour encourager l'enfant à aller un petit peu plus loin. Et l'homme de paille, Fridolin, l'homme de paille, c'est un épouvantail qui veut être beau, qui voudrait être bien habillé, mais finalement bon, il subit l'orage et il devient tout crotté, le chapeau tout défait. Donc et puis il veut pas être tout seul dans son champ. Alors, on lui donne une compagne qui s'appelle Marion. Marion, bon. Donc,
Après ce conte d'enfant qui va paraître dans un mois, est-ce que vous en avez d'autres en friche? Oui, il y en a d'autres qui sont écrits. Il s'agit juste que mon illustratrice puisse suivre le rythme à laquelle je les écris. Bon, maintenant, on va aborder le côté écrivaine. Une journée de création littéraire chez Nina Savignac, comment ça se déroule? Oh, ça se déroule bien simplement. J'écris à peu près tous les jours. Même si je suis en voyage, j'ai mon portable avec moi, puis je continue à écrire. Je travaille environ, quand j'ai travaillé 1 heure et demie, il faut que j'arrête parce que j'ai de la difficulté à ce que ce soit, je suis un petit peu perfectionniste, alors je veux que ce soit le bon mot au bon endroit qui donne le bon effet. Et puis, à ce moment-là, les idées sont un petit peu moins claires après 1 heure et demie. Donc, je vais faire autre chose, des tâches ménagères ou je vais faire une sortie ou quoi que ce soit. Et là, je vais revenir et tout se déroule normalement, tout va très bien à ce moment-là. Puis vous faites, vous m'avez dit, à peu près 3 à 4 heures par jour d'écriture répartie tout au long de votre journée. C'est ça, c'est ça. Ça se résume à ça. Donc, j'ai une bonne période le matin, parce que je suis quand même plus en forme. L'après-midi, ça dépend des activités aussi, mais je peux faire 1 heure, une demi-heure ou quoi que ce soit. Des fois, c'est beaucoup plus court. Et le soir, j'ai une limite, par exemple, parce que si je veux avoir si je veux me reposer comme il faut, vaut peut-être mieux écrire pas trop tard. Pas trop tard. J'ai lu aussi, on n'en a pas parlé, mais j'ai lu dans mes recherches que vous faites des chroniques sur les voyages sur le site du Bel Âge, sur le site Internet du Bel Âge. Est-ce que ça existe encore, ça? Oui, j'en ai fait. Maintenant, c'est terminé. Ah bon? En fait, c'était des petites nouvelles que j'écrivais Ah bon? pour le Bel Âge. Ça a duré un certain temps, puis maintenant, bon, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Je sais que là, actuellement, vous allez bientôt aller au Salon du Livre de Montréal. Je suis positif que vous allez, vos 2 dernières trouvailles, c'est-à-dire le livre d'enfants, d'autres, Tête bêche, et puis votre Irlandais, Martin, je vous souhaite que ça se vende comme des petits pains chauds, qu'il y ait beaucoup de personnes qui achètent vos livres. Fait que là, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous avons déjà hâte au petit-fils de l'Irlandais. Fait que je vous remercie beaucoup, Mme Nina Savignac. Ben, je vous remercie également. Parfait, merci. Pour le commentaire de lecture, bien, comme le temps nous presse passablement, eh bien, la prochaine fois, je ferai le commentaire de Cormac McCarthy ou un autre livre. Malheureusement, là, on s'aperçoit que le temps va nous manquer. Fait que je tiens seulement à vous dire que ce livre-là, c'est un livre à lire. La route de Cormac McCarthy est écrit en 2007 et traduit par les éditions Olivier. J'en profite donc pour vous remercier, chers téléspectateurs, de votre assiduité à notre émission. Et je tiens à remercier notre technicien, M. Michael Chevrette, ainsi qu'une personne qui œuvre dans l'ombre, il s'appelle Jean-Pierre Rivet, qui nous seconde toujours avec plaisir. Merci et à la prochaine.